Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La Russie consolide ses liens avec l'Afrique francophone après la Guinée et le Congo. Le ministre russe des Affaires étrangères était à Ouagadougou. Sergueï Lavrov annonce le déploiement de nouveaux instructeurs russes au Burkina pour lutter contre le terrorisme. Le Sénégal veut donner un nouveau visage à sa justice. Les assises nationales du troisième pouvoir ont débouché sur une dizaine de recommandations, comme la mise en place d'une cour constitutionnelle, la limitation du pouvoir des procureurs ou la digitalisation des prestations. Également dans ce QG News, des financements supplémentaires pour le Cameroun. Le Fonds monétaire international va décaisser 119 milliards de dollars pour améliorer la résilience de l'économie du pays et soutenir sa croissance. Mais tout d'abord, une tragédie en Afrique du Sud. Au moins 22 personnes ont perdu la vie dans de violentes tornades, principalement dans les provinces du sud-est et de l'est du pays. Les inondations ont causé d'importants dégâts et tué 11 personnes dans le KwaZulu-Natal. Les équipes de secours se déploient dans les villes les plus touchées comme Tongat, Newcastle et Utrecht. Quelques milliers de personnes ont dû quitter leur foyer pour se mettre à l'abri des intempéries. L'Afrique du Sud est coutumière des vagues de froid et de chaleur à cause du cut-off low, un système dépressionnaire qui provoque de fortes pluies, de la grêle, des vents violents et des chutes de neige. L'actualité, c'est aussi la tournée africaine de Sergueï Lavrov qui se poursuit. Le chef de la diplomatie russe était au Burkina Faso du 4 au 5 juin pour renforcer des relations bilatérales déjà très denses avec ce pays d'Afrique de l'Ouest. La visite d'amitié et de travail du ministre russe des Affaires étrangères à Ouagadougou a fait la part belle aux questions de défense et de sécurité, des secteurs prioritaires pour la transition militaire au pouvoir qui s'appuie sur l'expertise russe pour repousser la menace djihadiste. Marie-Raphaël Antolo nous en dit plus. En visite de travail et d'amitié de 48 heures au Burkina Faso, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, a été reçu par son homologue burkinabé Karamoko Jean-Marie Traoré à son arrivée à Ouagadougou le 4 juin à l'occasion de sa toute première visite dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso est la troisième étape de sa tournée africaine après la Guinée et le Congo. Nous avons assisté à l'ouverture de l'ambassade de la Russie ici à Ouaga, qui était de par le passé couvert par l'ambassade de Russie basée à Abidjan. Nous avons aussi été témoins de la nomination tout récemment d'un ambassadeur résident à Ouagadougou, ce qui vient conforter donc la logique de l'élan qui a été défini depuis Saint-Pétersbourg. À l'issue de cette visite, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie s'est par ailleurs entretenu avec le président de transition Ibrahim Traoré, avec qui il a échangé sur de nombreux aspects de coopération, notamment le partenariat dans le domaine de la défense. Cette coopération est mise en exergue alors que le Burkina Faso est confronté depuis près de 10 ans à des violences terroristes qui ont fait des milliers de morts et plus de 2 millions de déplacés internes. Vous savez qu'au niveau de la coopération en matière de défense et de sécurité, nos deux pays ont franchi des pas énormes et nous avons eu une séance de travail intéressante hier avec le ministre Lavrov, au cours de laquelle nous avons convenu de la nécessité d'accélérer la diversification des échanges commerciaux, mais aussi l'élargissement des volumes pour être en conformité avec les orientations qui ont été données par les chefs de l'État. Outre le Burkina Faso, la Russie s'est aussi rapprochée de ses deux voisins, le Mali et le Niger, confrontés eux aussi aux attaques terroristes et également dirigées par des gouvernements de transition. Les trois pays forment l'Alliance des États du Sahel qui envisage de fournir une meilleure réponse aux défis économiques et de sécurité des trois pays par rapport aux insuffisances de la CEDEAO.
Et un aperçu des recommandations des Assises nationales de la justice au Sénégal. Une dizaine de mesures phares émergent des concertations nationales qui se sont refermées le 4 juin. Les 300 participants à ce rendez-vous appellent à une rupture franche avec le système judiciaire actuel hérité de la colonisation. Les contributions diverses préconisent la mise en place d'une cour constitutionnelle, la révision du code pénal et du code de la famille ou encore la construction de nouvelles prisons. Tirons les premières conclusions de ces assises avec Cheikh Omar Kamara. Au Sénégal, les lampions se sont éteints mardi 4 juin 2024 sur les assises nationales de la justice. Au terme de ces travaux, les participants recommandent une dizaine de mesures phares. Ces travaux de la commission en charge de la réforme du système judiciaire ont donné lieu à un large consensus sur la nécessité, par exemple, de réduire les pouvoirs et prérogatives du parquet, la mise en place d'une juridiction des libertés, a assuré la commission scientifique et de synthèse. Il est demandé la mise en place d'un juge des libertés et de la détention. Pourquoi? Parce que le procureur de la République, dans notre tradition, dans nos façons de faire, a beaucoup de pouvoirs et par moments des pouvoirs qui sont même illégaux. Je pense ici à la pratique du retour de parquet dont on a usé et abusé ces dernières années. Donc, le juge des libertés et de la détention est un juge qui pourrait participer à mieux préserver, à mieux défendre la liberté et à mieux surveiller les lieux de détention. Fortement décrié lors de la présidentielle de mars 2024, le statut du Conseil constitutionnel a été diagnostiqué, les assises nationales ayant proposé la suppression de ce dernier en instituant une Cour constitutionnelle. Les Sénégalais placent beaucoup d'attentes dans le Conseil constitutionnel. L'avis général qui est ressorti de nos travaux, c'est de proposer le passage d'un Conseil constitutionnel à une Cour constitutionnelle. Mais il ne s'agit pas seulement d'un changement de dénomination. Il s'agit d'un changement substantiel, c'est-à-dire dans les modes de saisine et les possibilités de saisine du Conseil constitutionnel. Ce qui est proposé, c'est qu'on ouvre le Conseil constitutionnel. Qu'on l'ouvre pas seulement à des magistrats, à des professeurs d'université, à des avocats et à des anciens hauts fonctionnaires, mais à d'autres universitaires, des autres sciences sociales, des anthropologues, des historiens, etc. Mais la recommandation fondamentale également, c'est qu'on arrête de faire du Conseil constitutionnel une maison de retraite. Toutefois, les acteurs ont surtout été confrontés à des questions sur la présence du président de la République au Conseil supérieur de la magistrature. Un consensus n'a pas pu être trouvé. Le rapport sera transmis au chef de l'État le 11 juin avant d'être présenté à l'Assemblée nationale. Toujours dans l'actualité, Dubaï reçoit les acteurs clés du secteur pétrolier en Afrique. Les journées du pétrole se poursuivent ce mercredi autour de l'impact du contrat de partage de production d'hydrocarbures sur les économies nationales. Une dizaine de pays d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest et de l'océan Indien y participent pour une meilleure négociation et gestion des contrats pétroliers. Retrouvons sur place à Dubaï notre envoyé spécial Fatma Niang. La deuxième édition des Journées Pétrole ouvre ses portes ce 5 juin 2024 et se tient jusqu'au 8 juin 2024 à Dubaï. Conçue dans l'optique de favoriser l'émergence de bonnes pratiques et la formulation de solutions appropriées à la gestion des contrats de partage de production CPP, les Journées Pétrole se veulent une plateforme de référence pour les acteurs africains de l'industrie des hydrocarbures. Nous avons observé dans le cadre de nos missions plusieurs aspects sur lesquels il serait avisé d'avoir une attention plus soutenue pour le bénéfice de nos États. Parmi eux, la non-systématisation des contrôles, une gestion et une collecte des données souvent non optimales, la présence de certaines dispositions peu claires dans les contrats pouvant laisser place à l'interprétation. Ces éléments préjudiciables sur le plan technique, économique, sociaux et environnementaux ont inspiré l'initiative des Journées Pétrole. Organisée par la société africaine 3M Partenaires et Conseils,
L'événement s'articule cette année autour de l'impact du contrat de partage de production sur les économies nationales. Les discussions mettront en exergue les bénéfices potentiels que ce type de contrat lié à l'exploitation des hydrocarbures peut apporter aux finances publiques, au développement économique et social, ainsi qu'à l'aménagement du territoire en fonction des négociations préalablement menées. Durant 3 jours, nous développerons 6 sous-thèmes rattachés au thème central, notamment le contenu local, les revenus pétroliers et les finances publiques, la propriété des biens et le contrôle, l'impact environnemental et social, le transfert de technologies, emploi et formation, et enfin le développement économique diversifié et les investissements. La négociation et la gestion efficace de ces contrats demeurent essentielles pour maximiser les avantages convenus et garantir les intérêts des États africains. 105 participants représentant 14 administrations et issus de 7 pays, dont le Gabon, le Tchad, la Côte d'Ivoire, les Comores, la République du Congo, le Niger et le Sénégal, prennent part à cette rencontre. Fatma Niang, envoyé spécial aux Journées Pétrole depuis Dubaï pour Africa 24. Merci Fatma Niang. Et le Cameroun va recevoir 119 milliards de dollars supplémentaires du Fonds monétaire international. Le FMI vient d'approuver le décaissement de cette somme sous réserve de validation par le conseil d'administration dans les semaines à venir. L'enveloppe annoncée est constituée de 73 milliards de dollars au titre de la 6e revue du programme de facilité élargie de crédit. Un supplément de 45 millions de dollars est destiné à renforcer la résilience du Cameroun face au changement climatique. Pauline Mika nous explique. Le Fonds monétaire international FMI et l'État du Cameroun ont signé un accord d'un montant global de 119 millions de dollars dans le cadre de la première revue de l'accord au titre de la Facilité pour la résilience et la durabilité, FRD, ainsi que les 6e revues du programme appuyé par la Facilité élargie du crédit, FEC, et le mécanisme élargi de crédit, MEDC. L'accord qui sera soumis à la validation du conseil d'administration du FMI au cours de ce mois permettra le décaissement de 73 millions de dollars pour le programme appuyé par la FEC et le MEDC et de 45,6 millions de dollars au titre de la FRD. Le nouvel accord signé ou confirmé avec le Fonds monétaire, ce serait le 6e dans la même foulée. Lorsque cet accord concerne les facilités élargies de crédit, lorsque ça concerne les mécanismes d'accès au crédit, ça veut dire que ça touche la capacité de la liquidité de l'État et ça permet donc d'élargir la capacité des ménages à s'endetter. Selon l'institution, le redressement de l'économie camerounaise après la crise liée à la pandémie de Covid-2019 s'est poursuivi en 2023 et sa croissance globale a été de 3,3%. Cette croissance inférieure au taux de 3,6% enregistré en 2022 est imputable à une combinaison de facteurs externes et internes, notamment des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et de l'énergie, a souligné l'organe. L'inflation a diminué, passant de 7,3% en fin 2022 à 5,9% en fin 2023. Pour l'année 2024, la croissance économique de ce pays d'Afrique centrale devrait atteindre environ 4% et l'inflation diminuera progressivement compte tenu de la baisse des effets de la deuxième augmentation des prix à la pompe au début de 2024. Mais ça ne résout pas encore les problèmes fondamentaux de pauvreté. La pauvreté qui est due au coût élevé de la vie, au renchérissement des ingrédients de la production, doit continuer à permettre à ce que les entreprises aient accès au crédit, mais aussi que les privés aient une capacité à satisfaire le crédit. Concernant le programme FRD approuvé en janvier 2024, l'État a amorcé des mesures visant à accroître la résilience du Cameroun face au changement climatique. Aussi, au terme de cet accord de 18 mois, le pays devrait percevoir des ressources en DTS équivalent à 180 millions de dollars destinés à renforcer la lutte contre le changement climatique. Et en culture, célébration du riche héritage culturel des Massa au Cameroun. Le festival biennal de danse traditionnelle Noulda s'est déroulé à Domo, dans l'extrême nord du pays. Le rendez-vous mettait en vitrine la religion et le patrimoine socio-culturel des Massa en présence d'une forte communauté du Tchad voisin. Découverte des us et coutumes d'un peuple pluriel dans ce reportage de Joseph Moifo.
Les fils et filles Massa de Domo, dans le département du Mayo-Danaï, région de l'extrême nord du Cameroun, pérennisent leur patrimoine culturel à travers le festival biennal de danse traditionnelle Nolda. Nous avons vu là une jeunesse enthousiaste, des plus petits jusqu'aux adultes qui sont véritablement ancrés dans leur culture. Et c'est en étant ancrés dans sa culture qu'on aime donc sa patrie. Et c'est pourquoi le patriotisme commence dans la famille, dans la cellule familiale, dans la communauté. L'ambition recherchée par les organisateurs des danses traditionnelles Nolda est celle de montrer et de faire découvrir ou redécouvrir aux yeux du monde les éléments de la culture Massa de Domo et également rapprocher les fils et filles de Domo pour l'idéal commun, celui de l'unité. Comme vous le constatez, le brassage de ce peuple fait en sorte que les rencontres non seulement créent des activités, mais également ça crée l'amour. C'est pourquoi le thème de cette année, culture, développement et le vivre ensemble. Et parce que la culture reste primordiale dans le développement des peuples, célébrer la culture Massa, c'est aussi célébrer la paix et la coexistence pacifique avec les autres peuples d'ailleurs. La présence de la communauté tchadienne à ces festivités témoigne de cette fraternité et de cette coexistence. Cette fête nous interpelle. Nous qui avons nos origines ici, nous pensons que la fête là c'est pour nous aussi. Il fallait à tout prix qu'on vienne partager le sentiment de joie avec nos parents. Aujourd'hui, grâce au réveil des moules Masta par les chefs des cantons de Huina et de Guéré, l'homme Massa peut savourer fièrement sa culture à travers les danses traditionnelles qui méritent d'être protégées et valorisées. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition d'information sur Africa 24.